fil de mon enquête, j'apprends via plusieurs sources qu'un entraîneur condamné, inscrit au FIJAS, donc le fichier des délinquants sexuels, interdit d'exercer auprès de mineurs, j'apprends que depuis 10 ans, il entraîne des gamins. Là, oui, c'est mon devoir de dénoncer. Et là, je me pointe dans un club en Corse où je me dis, bon, je vais devoir dire au président du club que son entraîneur est un pédocriminel, mais si ça se trouve, ils sont amis, ça se trouve, il va pas me croire. Je suis en Corse, je me dis, bon, va falloir quand même y aller avec des pincettes. Et c'est l'année où j'ai le moins bien gagné ma vie depuis que je suis journaliste. Alors que je bossais pour l'émission de référence de l'investigation, tu vois. Et j'étais pas mal payé, hein. C'est pas ça, c'est que ça prend tellement de temps. Et 4 ans que je veux la rencontrer pour l'affaire du podcast, pour l'affaire Ahmed Gueninech, ce pédocriminel condamné à 18 ans de prison. Et 4 ans que j'essaie de la voir. On devait se voir hier, puis elle a eu un empêchement, elle est partie en enquête, tout ça. Donc ça fait 4 ans. 4 ans, donc j'ai pas arrêté. Bien informé. Informer, c'est facile. Bien informer, beaucoup moins. Je suis Clara Pelletier, réalisatrice de documentaires. Et pour vous, j'interroge des experts de l'information, de la création et du documentaire pour vous donner les astuces, les méthodes et les outils à appliquer à vos propres projets. Parce que je pense qu'il est urgent qu'on soit plus nombreux à raconter le réel. Bienvenue dans Bien informé, le podcast des nouveaux créateurs de l'info. Aujourd'hui, j'accueille Fabien Touati. Fabien, c'est un journaliste réalisateur avec plus de 10 ans de carrière. Il a notamment travaillé pour M6, pour L'Équipe ou encore pour Eurosport. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer dans les locaux de M6. Et quand je l'ai rencontré, il se préparait pour une caméra cachée pour une enquête un peu particulière sur les dealers à vélo. Donc vous vous en doutez, ça m'a un petit peu étonnée et je me suis demandé concrètement ce qu'il allait faire et il m'a dit je vais acheter de la drogue pour vérifier si ils vont vraiment venir à vélo. J'ai trouvé ça fou, je lui ai commencé à lui poser plein de questions sur ses enquêtes, sur son travail et je me suis dit que ça pouvait en intéresser plus d'un. C'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter sur Bien informé. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer tranquillement, de prendre de quoi prendre des notes et je vous souhaite une belle écoute. Super. Bonjour Fabien. Très bien, belle intro. C'est bon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, toi ? Et oui, je m'appelle Fabien Touati, j'ai 39 ans. Ouais. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis journaliste. J'ai commencé en presse écrite au Parisien, après j'ai été à L'Équipe. En même temps, j'ai eu ma formation de journaliste où j'ai bifurqué vers le monde de la télévision et du documentaire. Donc, très rapidement, j'ai fait une année en sortie d'école où j'ai travaillé aux news, à M6 notamment. Ok. Donc c'est l'info des JT, en gros, des sujets très courts. À L'Équipe aussi, je faisais du news. Et puis au bout d'un an, L'Équipe m'a proposé d'intégrer une rédaction de magazine d'information. Et j'ai commencé à réaliser des 6 minutes, des 13 minutes, des 26, des 52, des 90. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et après, je suis allé à M6. Ou à M6, j'ai continué à faire du documentaire dans le sport, mais aussi sur du magazine généraliste comme Capital, Zone Interdite, Enquête Exclusive. Voilà, donc une formation très sport quand même, avant de m'ouvrir vers le général. Et aujourd'hui, tu es journaliste-réalisateur chez M6. Oui. Et ça veut dire que tu peux aller sur plein de sujets différents. Tu as dit Capital, Enquête. Est-ce que tu es rattaché à des émissions particulières ? Alors cette année, je suis rattaché à l'émission Capital. Okay. Mais l'an dernier, j'ai fait un Enquête Exclusive. Là, je dois terminer d'ailleurs un Enquête Exclusive quand on s'était rencontrés sur un peu la guerre du bitume avec vélo, trottinette, piéton, fat bike. Donc je vais le terminer bientôt. Il va être diffusé d'ailleurs au printemps. Donc là, je fais les deux, Enquête Exclusive et Capital. Et est-ce que tu peux rappeler pour les personnes qui nous écoutent à quoi ça correspond Enquête Exclusive et à quoi ça correspond Capital ? Enquête Exclusive, c'est du reportage d'investigation sur des sujets de société ou alors à l'étranger, sur tout ce qui peut se passer dans des pays en crise, en guerre, et en France sur tous les sujets un peu de société. Voilà. Alors que Capital, c'est un magazine économique, qui traite de l'actualité économique, des sujets conso, des sujets qui parlent un peu au grand public. Et est-ce qu'à chaque fois, pour ces émissions-là, tu as des enquêtes ? C'est à chaque fois une enquête ou pas forcément ? Oui, c'est toujours une enquête. Ça commence toujours par une enquête. Les premières semaines, avant même d'aller tourner n'importe quoi, avant d'aller rencontrer des gens, ça démarre par plusieurs semaines d'enquête, tout le temps. Ok, plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines.
moi en tout cas, il me faut au moins 2-3 semaines avant de vraiment digérer les enjeux d'une enquête, avant de cerner vraiment les vraies problématiques, avant de me faire une idée de où je veux aller. Il me faut plusieurs semaines, avant même de définir un angle. Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, est-ce que tu es payé pour ce travail-là ou est-ce que tu es en train de travailler sur un autre documentaire, en train de le mettre en place, en train de, je sais pas, d'être au montage et à côté tu fais de l'enquête? Ou est-ce que tu es dédié pendant 2-3 semaines complètement à ces sujets? Non, je suis dédié qu'à ça, je ne fais que de l'enquête et c'est même la partie la plus importante. C'est celle qui va déterminer le succès ensuite. Donc OK. l'enquête, c'est vraiment le plus important. Et comment ça se passe? Bah, les premiers jours, bah, il faut voilà, tu te documentes, tu lis, tu essaies de comprendre dans les grandes lignes un peu le sujet. Donc c'est très facile, hein, tu t'écumes un peu tous les sites d'information. S'il y a des bouquins sur le sujet, tu les lis. Et puis tu commences à noter, des idées, des noms de personnes, des interlocuteurs qui pourraient être, importants. Et puis dans ton réseau, tu te dis: «Qui pourrait m'aider? Qui pourrait me renseigner? Qui pourrait me donner des Ouais. contacts?» Donc la première semaine, c'est rare que la première semaine, je passe déjà des coups de fil. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et ensuite, ensuite je commence à passer des coups de fil, voilà. Et OK, c'est là où ça démarre vraiment. trop intéressant. On va revenir justement sur les différentes, étapes de l'enquête. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, je sais que tu as travaillé sur des grosses enquêtes. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, des 2-3 enquêtes qui t'ont le plus marqué, rapidement en quelques mots? Parce que je pense qu'on y reviendra aussi, en suivant pour que tu nous expliques mieux comment tu as fait, mais comme ça donne, une idée de tout ce que tu as pu, enquêter. Bah, les 2 enquêtes qui m'ont marqué, il y en a une, bah, sur laquelle je travaille toujours, hein, c'est les violences sexuelles, dans le monde du sport, Mmh. notamment dans le foot. Donc j'ai réalisé un documentaire pour Enquête Exclusive il y a 4 ans. J'ai été ensuite l'auteur d'un podcast, pour, L'Équipe, sur la plus grosse affaire de pédocriminalité dans le football et je continue d'enquêter sur ce sujet-là. Et OK. donc, bah, forcément, c'est un sujet, ultra sensible, où c'est Ouais. très, très compliqué de créer la confiance, de faire parler les gens. Et donc Mmh. je pense que c'est ça qui m'a mis un pied dans l'investigation. C'est cette enquête-là, ce sujet-là. Et il y a donc on y reviendra, tu m'as dit. Et une autre enquête évidemment qui m'a aussi, énormément marqué, c'est celle sur, le président du PSG, Nasser El Khelaifi, pour complément d'enquête. Où OK. où là, quand on m'a confié cette enquête-là, j'avais vraiment l'impression d'être au pied d'une montagne et je ne savais pas si j'allais y arriver. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on nous confie un sujet, on ne sait pas si on va y arriver. C'est, Ouais. on se dit: «Bon, on va appliquer les mêmes recettes, donc ça va marcher», mais on est jamais certain. Et là, je m'attaquais quand même à une forteresse imprenable, quoi. Le PSG, le Qatar, pour Ouais. l'émission Complément d'enquête, qui pour moi était la référence de l'investigation. Ils viennent me chercher pour faire cette enquête. Bon, bah, tu as la pression, mais et tu sais que tu dois ramener du scoop. Donc ça fait peur, mais en même temps, c'est super excitant, quoi. Complètement. Et tu as dit, justement, comment tu arrives sur les sujets? Tu viens de dire: «Ils viennent me chercher». Oui. Ça veut dire que toi, tu étais identifié déjà sur ces sujets-là? J'ai été identifié sur les sujets, en lien avec le sport, avec le foot, avec l'enquête, donc OK. grâce à mon sujet sur les violences sexuelles, Mmh. dans le foot. En fait, j'ai reçu un prix, pour ce sujet-là et le jour où je reçois ce prix, il y a un producteur qui est là et qui vient me voir et qui me dit: «Écoute, j'ai un pote, il cherche, un pote dans une boîte de prod, il cherche quelqu'un de ton profil pour faire une grosse enquête. Est-ce que tu es libre dans les prochains mois?» Je lui dis: «Oui». Et le lendemain matin, je reçois un message de Hugo Plagnard. Hugo Plagnard, c'était le rédacteur en chef de Complément d'enquête. Trop bien. Et 2 jours après, j'étais dans les bureaux de Jacques Aragonès, le patron de la boîte de prod qui produisait le Complément d'enquête, et on signait. Il me Ah ouais. connaissait, personne ne se connaissait avant. Et 2 jours après, tout ça pour vous dire que ça fonctionne énormément à la confiance et au réseau, parce que j'aurais pu envoyer 15 000 CV à Complément d'enquête, ils m'auraient jamais fait bosser. Mais là, il y a eu une opportunité pour travailler. Et ça faisait 6 mois qu'ils cherchaient quelqu'un de mon profil. Ah Parce ouais. que ce qu'ils cherchaient, c'était à la fois quelqu'un qui sache faire de l'enquête Mmh. dans le monde du sport, mais aussi qui soit réalisateur. C'est-à-dire parce que quand tu fais des enquêtes comme ça, les 3/4 des infos que tu vas glaner, ça va être au téléphone, ça va être des documents, ça va être du témoignage anonyme. Donc, ces infos-là, comment tu les mets en image? Ce sera jamais de la séquence, ce sera très peu de face caméra. Ouais. Donc, le boulot là du réalisateur, c'est de rendre ça digeste, de rendre ça visuel. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est aussi, tu peux confier ça à un journaliste de presse écrite qui est brillantissime, mais il pourra pas le mettre en image. C'est ça, voilà, la particularité. Ça veut dire que toi, quand tu es réal,
dès l'enquête, tu penses déjà à comment tu vas le mettre en image? Non, au début, non. OK. Non, non, au début, honnêtement, déjà, on part quand même sur presque 1 an d'enquête, hein. Donc, ça vient plus tard Ah quand même. ouais. Ça vient plus tard. La réal vient beaucoup plus tard. Elle vient même parfois pendant le montage. OK. Oui. Voilà. Oui, oui. À la Alors fin. après, évidemment, dès le début, tu sais, tu te dis, bon, voilà comment je veux tourner mes interviews. Donc, je veux les tourner toutes de la même manière. Donc ça, évidemment, voilà, ça c'est indispensable. Mais ensuite, voilà, pour le complément d'enquête sur le PSG, j'ai eu l'idée à la fin de l'enquête de faire un mur avec la galaxie Nasser El Khelaifi, c'est-à-dire de mettre une photo de lui et tout autour les gens qui gravitaient. Mais ça m'est venu une fois que je maîtrisais le sujet. J'aurais jamais eu cette idée-là au départ. Ouais. Et ça, tu l'as généralement vraiment en toute fin d'enquête. Vraiment, la patte de la réal, tu l'as à la fin. Enfin, en tout cas pour moi, Très bien. Tu as dit que c'était 1 an d'enquête. quasiment. Ouais. Ça veut dire que ça marche comment à ce moment-là? On t'a signé. Qu'est-ce que tu signes? Est-ce que c'est un contrat, donc sur 1 an d'enquête et tu es Non, payé c'est compliqué. C'est compliqué. L'investigation, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Donc là, j'étais pas staffé, j'étais pas en contrat. Ouais. C'est-à-dire que j'avais un forfait. En fait, en gros, tu négocies un forfait. On te dit, là, a priori, moi, j'ai signé en l'été et normalement, on devait le diffuser, on devait finir le montage janvier. Finalement, on a fini fin mars. OK. Donc, ça pose un problème parce que tu as signé pour un montant, mais finalement, tu débordes. Ce qui est toujours le cas. Parce qu'en fait, tu pourrais t'arrêter, mais tu sais que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as pas la matière pour faire vraiment la bombe que tu voulais faire. Donc, bah, tu lisses ton salaire sur plusieurs mois, tu essaies de renégocier. Mais l'investigation, quand tu es indépendant, c'est vraiment pas ce qui paye le mieux, hein. Voilà. C'est passionnant, Ouais. vraiment, c'est passionnant. Faut le faire. Si tu as envie de le faire, faut le faire. Mais voilà, faut savoir que ça prend beaucoup de temps et forcément, les finances ne suivent pas toujours. Bah oui, parce que si c'est un forfait, j'imagine qu'ils prennent quand même en considération le fait que c'est une enquête et que du coup, tu as un temps long. Oui. Si, admettons, tu te dis, vous estimez, vous dites, bon, je pense que j'en ai pour 1 an à récolter toutes ces choses-là, ou pas du tout? Non, tu peux pas leur dire ça. Bon, voilà, tu leur dis eux, de toute façon, ils vont forcément te dire: «Il faut que ce soit prêt dans 6 mois». Parce que OK. s'ils te disent: «On te donne 1 an», ils savent que tu vas être dans un fauteuil, que tu vas prendre ton temps. Ils te disent 6 mois, mais après, ces chefs-là, si au bout de 3 4 mois, ils voient que tu bosses bien, que tu avances bien, que tu as des sources solides, que tu as des intervenants qui pourraient te balancer des choses énormes, mais que ça prendra du temps pour les convaincre, ils vont l'entendre. Ils vont dire: «OK, on attend». OK. Mais ça ne change pas ton Faut que tu salaire? fasses tes preuves. Dans chaque enquête, faut que tu fasses tes preuves. Tu recommences quasiment à zéro, quel que soit ce que tu as fait avant, tu recommences quasiment à zéro et tu peux te planter. Tu peux te planter, tu peux te cracher, tu peux faire un truc qui marquera pas, où il y aura des infos plates. Bon, c'est ça qui fait un peu peur parfois et en même temps qui fait que c'est ultra stimulant tout le temps. Ouais. Tu es encore plus stimulé à aller chercher la Tout le petite temps, bête, la pour petite n'importe info. quel sujet, hein. Pour n'importe quel sujet, hein. Et en termes de salaire, tu as dit que c'était pas ce qui payait le mieux. Est-ce que tu aurais une fourchette à dire, bah, je sais pas, pour une enquête, où tu passes un certain temps, ou justement, je sais pas comment, du coup, ils évaluent le forfait. Est-ce que c'est un doc de 52 et du En gros, coup les 52, bon, bah, après, on va dire pour des belles émissions, ça va entre 16 000 et 25 000 €, OK, un 52. Et tu peux le faire, 3 mois, c'est vraiment le minimum, jusqu'à 1 an. OK. Ouais, ce qui est plus ou moins bien payé, effectivement. Voilà, bah, après il y a la SCAM, donc les droits d'auteur, que tu Ouais, touches, mais 10 mois plus tard, une fois que c'est une fois diffusé. que c'est diffusé. Donc ça fait un salaire, correct, pas dingue, correct. C'est quand même mieux si tu pars sur 1 an d'enquête, si à côté tu as, d'autres petites enquêtes, d'autres médias avec qui tu peux collaborer, forcément tu respireras un peu mieux, hein. On est toujours dans ne jamais avoir qu'un projet. Oui, oui. Bah, Ça, je si trouve tu es ça fou. indépendant, ça Ouais, c'est évident, ça ça, c'est moi, clair. je trouve ça fou. Ça non mais en fait ou alors, non mais surtout si tu fais de l'investigation. Parce que si tu fais du Oui, doc classique, du doc unitaire classique, en 3 mois tu l'as fini, hein. Et là pour le coup c'est bien payé. quand tu dis doc unitaire classique, c'est sans Si enquête? c'est pas de l'investigation pure, c'est-à-dire que voilà, si, les gens sont faciles à convaincre, bon, si tu as pas besoin de sortir un scoop, heu, bon voilà, il y a des enquêtes qui prennent quand même beaucoup plus de temps que d'autres, ça c'est normal, hein. On va revenir un petit peu au début. Tu as dit que c'était
ton enquête sur la pédocriminalité dans le foot qui t'a permis d'avoir cette couleur justement enquête sport. Comment au début, tu arrives à te dire: «Je vais enquêter sur ce sujet»? Est-ce que c'est un sujet qu'on t'a donné? Est-ce que c'est un sujet que tu as choisi? Oui, en fait, on est venu me chercher, encore une fois. OK. Mais c'est le hasard, c'est l'opportunité qui se présente. J'ai même envie de dire le destin, parce que je rentre à M6 en 2020 et je réalise un documentaire sur Antoine Griezmann, un 52 minutes. Donc, genre, sa vie, son œuvre, un portrait très flatteur, voilà, sur son enfance, comment il est devenu footballeur pro. Enfin voilà, je pense un beau portrait de lui. Donc, j'ai rencontré tous ses proches à cette époque-là, dont celui qu'il a repéré, recruté et fait signer en Espagne, un homme qui s'appelle Eric Olatz. Mmh. Je l'ai rencontré, j'ai passé du temps avec cet homme-là, je l'ai interviewé. 2 ans plus tard, je suis toujours chez M6, je suis chez Capital, et là, il y a une info qui tombe, on est au mois de mai. Eric Olatz mis en examen pour des faits d'agression sexuelle, corruption de mineurs. OK. 6 plaintes. Bon, et ben là, à ce moment-là, M6 m'appelle tout de suite et me dit: «T'as vu ce qui est sorti? Est-ce que tu peux te renseigner? Toi qui connais un peu le milieu et en plus tu connais l'homme et l'entourage». Donc j'ai passé 2-3 coups de fil et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de lourd. Il y avait vraiment matière à faire quelque chose. Et en parallèle, il y a une réalisatrice, Caroline Nogueras, qui avait proposé et quasiment vendu un sujet à M6 sur les violences sexuelles dans le sport. Incroyable. Et donc là, la productrice d'M6 me dit: «Est-ce que vous pouvez vous associer et faire une coréale?» Voilà, elle était un peu spécialisée dans les affaires de violences intrafamiliales. D'ailleurs, elle anime un podcast sur le sujet. OK. Et moi, j'étais spécialisé foot. Donc, bon, bah, on a uni un peu nos compétences et c'est comme ça que je me suis lancé sur ce sujet. Je l'aurais jamais fait sinon. Parce que déjà, quand franchement, j'ai eu. Bah, je m'en rappelle très bien. Je savais qu'à ce moment-là, c'était mes débuts dans l'investigation. OK. Et je me disais, je dois pas me louper. Mais j'étais un peu terrifié parce que un sujet où tu appelles des gens, des garçons, des filles, Ouais. certains qui ont mon âge, et tu te dis, ils ont peut-être été agressés sexuellement, c'est quand même vraiment très, très compliqué. Et surtout que moi, j'avais pas les codes euh, de, de, euh, de cette thématique, de ce sujet. Je savais pas comment aborder les gens. Ouais. Donc, ça a été très compliqué au début. Ma première interview, je l'ai faite presque au bout de 10 mois. Ah oui, quand même. Ouais. La première victime qui a accepté de me parler, c'était au bout de 10 mois. Et ça, on va y revenir. Du coup, tu choisis d'enquêter là-dessus. Vous êtes en coréal. Oui. C'est quoi les premières actions que tu fais, c'est que tu te renseignes à fond sur le sujet. Tu m'as dit, tu passes des coups de fil. Alors, non, première chose, je tape agression sexuelle, sport, foot, je tape sur Google Actu. OK. Voilà, je vais chercher tous les articles sur le sujet, toutes les affaires, et j'essaye d'identifier des affaires un peu hors normes. Voilà, dans tous les sports, là. Donc, des OK. affaires hors normes, différentes. Et donc, en gros, après, je me fais des petites fiches sur chaque affaire, et puis après, j'en réfère à ma chef. Et je dis à Caroline aussi, on dit voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ci. D'abord, on essaie de rassembler le plus d'affaires possible et on se dit, OK, alors qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut raconter, quelles failles ça montre, quel dysfonctionnement ça met en lumière. C'est ça qu'on cherchait, hein, à dénoncer les failles et les dysfonctionnements d'un système. C'était pas d'asseoir des gens sur une chaise et qui nous racontent l'horreur qu'ils ont subie. C'était pas ça le but. Mm. C'était vraiment de dénoncer le système. Et donc, fallait que dans toutes les affaires, il y ait ce parfum-là un peu de scandale avec des responsables qui auraient couvert ou qui n'auraient rien dit, ou avec des agresseurs sexuels qui ont pu agir en toute impunité pendant des dizaines d'années. C'est ça qu'on allait chercher. Et une fois qu'on a ça, et ben ensuite, on peut commencer à passer des coups de fil. Alors, comment on fait? On appelle d'abord les avocats, par exemple. Dans toutes les affaires, tu as des avocats. Donc, OK. eux, ça peut être une porte d'entrée. Dans chaque affaire judiciaire, l'affaire avait été jugée, il n'y avait pas eu d'appel. Donc, tu les appelles, les avocats, tu leur dis que tu enquêtes là-dessus et tu leur dis, voilà, j'aimerais parler à votre client, à l'un de vos clients. Et c'est comme ça que tu peux commencer déjà à parler avec des personnes. OK, les avocats. Et tu te présentes en Oui, disant: «Je suis Fabien Toiti, je suis, réalisateur, journaliste et j'aimerais voilà, faire une enquête là-dessus». j'enquête là-dessus, voilà, c'est ça. Et puis après, moi, dans mon petit réseau, à l'époque, j'appelle tous les gens du milieu pour leur parler de ce sujet-là.
Mais je fais un peu chou blanc parce que c'est un sujet qui fait peur un peu à tout le monde. Personne n'est très à l'aise, hein, je peux le comprendre, hein. Donc je récolte très peu d'infos ou même de contacts. Il y a ça, il y a des gens que je connais, je leur demandais parfois des contacts un peu anodins. Ils me les donnaient pas parce que c'est un sujet qui met mal à l'aise un peu tout le monde. Oui. Donc moi, en fait, j'ai fait le pari un peu inverse de certains confrères qui prennent un dossier judiciaire et traitent ça comme un fait divers. Dans toutes les affaires d'agression sexuelle sur mineurs, je trouve que c'est systématiquement traité comme un fait divers. C'est-à-dire que il y a telle victime, devant les enquêteurs, elle a dit ça. On va dire, c'est un compte-rendu assez froid parce que les victimes ne témoignent pas directement avec le journaliste et que c'est très compliqué, en fait, hein, tout simplement, de les rencontrer. Moi, j'ai fait le pari de faire un travail de terrain, vraiment de fourmi, et d'aller rencontrer tout le monde. Et comment tu as accès aux victimes? D'abord, tu vas rencontrer leurs amis. Tu vas rencontrer Ok. leurs potes. En fait, il faut que tu gagnes la confiance de l'entourage de ces gens-là. Mais ça veut dire comment tu trouves l'entourage de ces gens-là? Eh ben, ils ont joué dans des clubs. Ils ont joué dans des clubs Ok. de foot. Donc, tu appelles d'abord, tu essaies de trouver des numéros de joueurs. Et puis, en fait, après, tu fais des petits sauts de puce. Donc, d'abord, tu as un contact, deux, trois, et puis petit à petit, voilà, tu commences un peu à tisser ton réseau et jusqu'à trouver, quand tu fais une enquête, en tout cas moi, généralement, tu cherches à trouver deux, trois sources qui vont vraiment t'aider. Elles existent partout. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de parler aux journalistes, qui veulent t'aider, et qui vont te donner et les contacts et qui vont faciliter les mises en relation avec les autres. Il faut Ouais. les trouver, ces gens-là. Voilà, parce que en fait, c'est comme dans n'importe quelle bande d'amis ou au travail, quand tu contactes 100 personnes, t'as des gens méfiants, t'as Mm. des gens sympas, t'as des gens ouverts, t'as des gens fermés, t'as des gens craintifs, Ouais. t'as tout ça en fait. Et tu le vois, hein, entre ceux qui te répondent pas, ceux qui te répondent froidement, et ceux au contraire qui tout de suite vont t'appeler et vont te parler pendant 1 heure. Ça, c'est Voilà. fou. Et une fois que tu as senti ça, il faut toujours que tu leur demandes: «Est-ce que tu peux m'aider?» Voilà. Et comment tu ils te disent ces choses, ces personnes-là qui vont te parler pendant 1 heure, comment tu vérifies ce qu'elles disent? Parce qu'il y a aussi la partie très émotionnelle, il y a aussi la partie que tu connais pas, à quel point ces gens-là veulent dire la vérité ou veulent, mettre dans la sauce quelqu'un d'autre. C'est quoi le travail derrière? J'imagine que tu Bah, tu recoupes, recroises? tu Ouais, recoupes. Voilà, c'est c'est ça. toujours, toujours, toujours. Ah bah, ce jour-là, un tel, il s'est pris une baffe, dans la voiture ou devant le stade, par son entraîneur. OK, il y avait qui? Il y avait mon pote lui, il y avait lui, il y avait lui. OK, bah, il faut que je leur demande. Et ça, tu le dis à tes sources? Ah De oui, dire: ah oui, oui, il faut que je sache, faut que je vérifie. «OK, Donc et puis systématiquement, quand on me donne une info, il faut que je puisse la vérifier. ouais, Après, si quelqu'un était seul ce jour-là, et ben c'est sa ouais, parole, mais il te raconte quelque chose, c'est à toi de juger après la crédibilité de cette source, hein. Mais s'il était là et qu'il te le dit, ça engage aussi sa parole à lui, hein. oui, complètement». Quand tu dis que pour gagner la confiance, il faut aller voir les proches, une fois que tu as réussi à avoir accès, à avoir un premier contact à la personne, je sais que tu m'avais parlé d'une personne que tu avais réussi à interviewer, mais que ça avait duré, je sais pas, sur 1 an, tu avais mis 1 an à la convaincre, tu avais fait des premiers rendez-vous, au début elle t'avait dit oui, elle t'avait dit non. Est-ce que tu peux raconter un peu ce travail, comme tu dis, de fourmi? Ouais, alors Heu, attends, c'était qui? Je me rappelle plus, mais en tout cas, ça arrive avec plein de personnes, en s gros, généralement, il y a une première prise de contact qui peut être positive. Même, mmh. généralement, il faut toujours aller voir la personne, se rencontrer, c'est indispensable pour moi. Et OK. puis, souvent au début, elle te dit oui, enfin, elle peut te dire oui, puis après elle réfléchit, puis elle en parle à des proches et finalement elle change d'avis. Elle te dit: «On va pas le faire». Voilà, Ouais. toi ça te retourne, ça te met pas bien, mais heu, moi, voilà, évidemment, tu lâches pas l'affaire et tu continues, tu entretiens un lien tout le temps, jusqu'à un moment, tu sais pas pourquoi, mais c'est le bon moment pour la personne pour parler. Voilà. Ça peut être toi, à un moment, tu as une deadline et tu lui dis: «Écoute, c'est maintenant ou jamais. Moi, je crois beaucoup en la puissance de ton témoignage, j'ai besoin de toi. Tu sais que je suis quelqu'un de sérieux, tu sais que je suis déterminé», voilà, enfin et voilà, en fait, faut convaincre, hein, faut convaincre les gens, hein. C'est Donc fou. ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Hem, Hier, bah, c'est marrant parce que tu vois, hier, je devais voir
une policière, une ancienne policière de la brigade des mineurs, après qui je cours depuis 4 ans. C'est Wow. 4 ans que je veux la rencontrer pour l'affaire du podcast, pour l'affaire Ahmed Gueninech, ce pédocriminel condamné à 18 ans de prison. Euh, et bah, ça fait 4 ans que j'essaie de la voir. On devait se voir hier, puis elle a eu un empêchement, elle est partie en enquête, tout ça. Bon, ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans. Donc, j'ai pas arrêté. Et c'est que cette personne ne veut pas te rencontrer? Ou c'est des hasards ou... Je pense qu'elle veut, je sais pas si c'est sa hiérarchie, je sais pas si parfois, finalement, elle s'est désistée. C'est un peu un tout, mais en tout cas, ça fait 4 ans. Tu désespères pas? Non, Peut-être dans les mois qui viennent. voilà. Dans cette enquête, c'était exclusivement des témoignages? Est-ce que tu as été en caméra cachée? Est-ce qu'il y a des personnes, quand tu appelles les personnes, j'imagine qu'il y en a qui te disent qu'ils ne veulent pas témoigner. Mm. Qu'est-ce que tu fais de ces appels? Il me semble que tu les enregistres. Oui. Ça m'avait marqué. Tu as Oui. pu te Pas tous. Pas Pas tous. tous, mais en fait, au départ, j'enregistrais déjà parce que c'est des coups de fil qui durent 30, 40, parfois 40 minutes, parfois 1 heure. Bon, c'est pour m'éviter de prendre des notes comme un fou furieux. Donc, Ouais. c'était pour qu'ensuite je puisse digérer tout ça, le retranscrire fidèlement. Et puis après, moi, j'ai très vite compris, je ne l'ai pas fait au début, mais dans cette enquête-là, que j'aurais très peu de témoignages face caméra. Mhm. Et je me suis dit, au téléphone, des gens me confient spontanément des choses extrêmement fortes. Et ce serait dommage de ne pas pouvoir m'en servir, évidemment en anonymisant tout le monde, c'est-à-dire que ça crée du tort à personne. C'est simplement pour retranscrire une vérité, une spontanéité dans l'échange, dans le témoignage que je ne pouvais pas avoir en vrai. Donc c'était pas pour trahir les gens, parce que on a évidemment modifié les voix, on a fait en sorte que personne puisse être identifié. Mais c'était nécessaire. Et ça, je m'en suis rendu compte assez vite dans cette enquête que les gens n'allaient pas me parler face caméra. Même ceux que j'allais rencontrer, c'est impossible. Mais ça veut dire que quand tu enregistres, tu ne leur dis pas quand tu les as au téléphone au début. Tu vois, il y a cette notion, moi, que je trouve assez... parce que même si tu changes la voix, si tu changes tout, la personne qui écoute une fois ton enquête, une fois sortie, elle se reconnaît. Non. Ah. Non, elle se reconnaît pas parce que pour le coup, c'est un extrait très court. Mhm. Et qui la ramène pas à sa propre histoire. C'est quelqu'un qui va me dire ah bah tel entraîneur il était comme ça, il nous amenait toujours à la fin de l'entraînement manger un McDo, c'était chez lui c'était comme un centre de loisirs. C'est des éléments qui le mettent pas du tout en cause lui. C'est pas des éléments personnels le concernant. Ouais. C'est vraiment pour pouvoir en fait un journaliste de presse écrite ça il pourrait s'en servir dans son article. Toi, t'es réalisateur, tu fais de la télé, il faut bien que tu puisses en faire quelque chose de cette matière. Sinon, ça veut dire que c'est totalement poubelle. Ouais. Tout ce que tu recueilles au téléphone, ça veut dire que c'est poubelle. C'est pas possible. Oui. En revanche, ce qui est impensable, c'est d'enregistrer les gens et ensuite de les outer, comme on dit, qu'on les entende, qu'on puisse les identifier. Ça, c'est pas possible. Mais il faut que tu fasses quelque chose de cette matière. Tu peux pas ne rien en faire. Mais on est d'accord que quand tu les as au téléphone, tu ne leur dis pas forcément que tu les enregistres. Parfois, je leur dis. Parfois, tu le dis. Ouais, parfois, je le dis. Parce que forcément, c'est... Encore une fois, on parlait de naturel et les gens qui te confient spontanément des choses, quand tu leur dis qu'ils vont être enregistrés, ça change des comportements. Oui, ça change. Parfois, en fait, c'est certain, je leur dis, quand je sens qu'ils ne vont pas me donner des secrets incroyables, je leur dis, je vous enregistre pour m'éviter de prendre des notes. Voilà, je leur dis, c'est juste plus pratique. Ouais. Mais je ne le dis pas toujours quand même. Faut être honnête. Non, mais c'est une vraie question parce que tu vois, je le vois aussi rien que dans les podcasts, quand on va parler en off et quand on met un micro, c'est pas du tout la même dynamique. On va pas du tout partager les mêmes choses ou la même manière de parler. Et il y a des personnes sur qui ça change pas énormément. Et il y a des personnes, je le vois du tout au tout, qui étaient prêtes à énormément donner en face-to-face. Oui, oui. Et dès que c'est enregistré, tout est édulcoré, contrôlé, même dans la manière de parler. Et je me dis que pour des sources, d'autant plus sur des sujets, la pédocriminalité, soit des personnes qui ont vécu des choses très fortes, soit des personnes qui ont vu des choses, mais c'est un sujet où j'imagine que beaucoup de personnes ne sont pas fières, beaucoup de personnes sont très mal à l'aise, ont peur. Il y a énormément d'émotions dans ces sujets. Oui, voilà, mais par exemple, j'enregistre pas, si j'ai une victime au téléphone, je vais pas l'enregistrer, jamais je diffuserai quoi que ce soit en lien avec quelque chose qu'elle aurait subi elle.
Encore une fois, c'est vraiment des éléments de description spontanés, naturels, moi qui m'aident à dérouler mon récit sans mettre en danger une quelconque source. Voilà. Et sur des témoignages comme ça, tu as dit que tu étais en co-réalisation avec une personne qui était spécialisée sur les violences sexuelles. Ouais. Est-ce qu'il y a des manières de faire pour des témoignages aussi difficiles ? Est-ce qu'il y a des choses en interview que tu amènes ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises, toi, sur ces sujets ? Alors, sur l'interview, je sais pas. Sur la manière de les approcher, oui. Oui, c'est-à-dire vraiment petit à petit. Vraiment, d'abord un message pour me présenter. Ensuite, proposer de se rencontrer, de s'appeler plusieurs fois, de se voir. Il faut se voir et il faut entretenir le lien. Et disons que j'aborde le sujet de « est-ce que tu veux témoigner ?» vraiment longtemps après. Je commence pas tout de suite par ça. Le but, c'est d'abord, viens, on crée un lien. Et tu vois si tu peux me faire confiance. Ok. Et on n'était pas toujours d'accord, d'ailleurs, avec ma collègue là-dessus, parce que elle, c'était vraiment, elle pensait au sujet télé. Et donc, c'était, il faut témoigner, il faut parler, voilà, il faut que vous nous donniez une interview. Elle avait raison, dans un sens. Et moi, je le voyais pas comme ça. Moi, j'étais plus, d'abord, on devient presque potes, où on crée un lien, un vrai lien de confiance. Et à la fin, je te dirais, est-ce que tu es prêt à témoigner ? Tu me diras peut-être non, hein, mais pour moi, c'est le meilleur moyen d'arriver à ça. Ouais, mais je trouve que c'est un travail, encore une fois, de fou. Humain, c'est de l'humain. L'investigation, pour moi, c'est 90% d'humain. Que de l'humain. Faut que les gens, ils te parlent à toi. Mais si elle décide de te dire non à la fin ? Bah, les trois quarts me disent non. Hein. Et après, comment tu vois, tu te dis, bah, j'ai passé, je sais pas, une semaine avec cette personne à créer du lien, oui, etc. Mais regarde, par exemple, pour mon documentaire sur les violences sexuelles, il y a une personne avec qui j'ai négocié, une victime avec qui j'étais en contact pendant des mois et qui m'a dit non à la fin, tout à la fin. Je l'avais rencontré plusieurs fois, je l'avais au téléphone un paquet de fois, on avait vraiment une bonne relation, mais elle m'a dit « je suis pas prête ». Ok. Mais j'ai gardé quand même un très bon contact avec elle, enfin avec lui, c'est un garçon. On s'est revus, on a gardé contact, et quand j'ai fait mon podcast, il a témoigné. Et pas anonymement, mais parce qu'on avait créé ce lien. Et il m'a dit « pour toi, je vais le faire ». Parce qu'il a vu que malgré le fait qu'il m'ait dit non sur le documentaire, j'en ai pas pris ombrage. Je me suis pas dit bon bah allez, j'ai plus besoin de toi. Non. Après, on s'est vu. Il m'a rendu des services, je lui ai rendu des services, je l'ai aidé pour certaines choses. On s'est revus pour boire des verres, sans parler de projet. Oui. Moi, j'avais envie en fait de maintenir ce lien. J'avais pas envie après mon doc de me dire bon bah c'est fini, je coupe contact avec tout le monde parce que j'ai livré mon doc. Ouais. Et donc ce jeune-là, on est devenus amis. Et il a témoigné avec sa vraie voix dans mon podcast. Donc voilà, c'est pour te dire, faut pas s'arrêter à tiens, sur ce projet-là, lui, il m'a pas parlé. Si tu as eu un bon contact, un bon lien, ça te servira pour plus tard. Tu as parlé de podcast tu as réalisé un documentaire sur cette affaire qui était sur l'équipe, c'est bien ça ? Oui, le podcast, ouais. Non, le podcast c'est sur l'équipe, mais le podcast c'est sur l'équipe et il était dans le documentaire d'Enquête exclusive sur les violences sexuelles dans le foot. Voilà. En premier lieu, tu as fait le documentaire sur Enquête exclusive. Oui. Et ensuite, comment tu es arrivé à faire un podcast avec l'équipe ? J'avais une quantité d'informations, d'affaires après le documentaire non exploitées. Je me suis dit, c'est trop dommage. Et puis, j'avais envie de continuer. Pour moi, ça pouvait pas être un one-shot, cette enquête, parce que j'aurais eu l'impression d'abandonner tout le monde. Ouais. Et je me suis dit, c'est bien, ça a fait bouger un petit peu les choses, mais pas suffisamment. Et je sentais qu'il y avait encore des sujets d'enquête, qu'il y avait encore un public à alerter, qu'il y avait encore des choses à raconter. Il y avait plein de choses que j'aurais pu raconter, que j'avais pas pu, parce que c'est un format télé, parce que voilà, c'est 52 minutes, tu peux pas faire plus, c'est normal. Et donc, j'ai contacté l'équipe, que je connais bien, voilà, les patrons de l'enquête, et je leur ai dit, voilà, j'ai une masse de données, d'infos non exploitées, est-ce que ça vous intéresse ? Ils m'ont dit, ok, dis-nous ce que tu as. Et donc, je leur ai listé certaines affaires, les contacts que j'avais, et je leur ai proposé des idées. Je leur ai dit, bon voilà, on peut refaire un documentaire pour l'équipe Explore en reprenant d'autres affaires.
Et je leur ai dit, à un moment, on peut faire un podcast. Parce qu'en fait, j'ai pensé à cette affaire Ahmed Kenninech, parce que j'avais tellement de matière audio. Ouais. Et je me suis dit, mais en plus, c'est le format idéal pour ça. Je voyais ce format-là pourtant, j'avais jamais fait de podcast. Et je me suis dit, ce serait parfait. Parce que ça permet quand même une parole plus libre. On voit pas les gens. Et on est plongé dans la profondeur du récit, du témoignage. Et ça s'y prête parfaitement, je trouvais, pour ce sujet-là. Je leur ai proposé en disant, c'est la plus grosse affaire de pédocriminalité dans le foot. Et eux, ils ont tilté direct. Et ils m'ont dit, écoute, le reste, non, c'est déjà fait, ça va coûter trop cher, tout ça. Il dit, par contre, ça, on est super chaud. Pour le podcast et tout. Et là, moi, je me suis dit, mais ouais, c'est génial. Ils m'ont proposé un bon forfait, franchement. Ils se sont pas du tout moqués de moi. C'est quoi que tu appelles un bon forfait? C'était un peu plus de 3 000 €. Ok. Pour faire le podcast, sachant que j'avais toutes les infos, j'avais tout. Il me restait quelques interviews à faire. J'en ai fait 4-5, 2-3 déplacements, et après, il fallait l'écrire. Voilà, donc c'était un mois de boulot. Et combien de temps duraient les podcasts? Le podcast? C'est 2 fois 45. 2 épisodes de 45 minutes. Non, en fait, ce qui m'a permis de rentrer dans mes frais, c'est que j'avais déjà fait l'enquête. Oui, bien sûr. Voilà, et franchement, c'était génial. Et donc, c'est comme ça, en gros, que j'ai réussi à recycler certaines infos. Et j'ai continué. Là, je vais publier un livre en avril. Trop bien. Sur les violences sexuelles dans le foot. Je me suis servi de tout ce que j'avais. Et là, ça va être encore un niveau, je pense, un niveau encore au-dessus, parce que c'est un livre, c'est 400 pages, Waouh. Voilà. Ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'en fait, tu pars d'un sujet qui t'en as fait un doc et que tu aurais pu en rester là, mais tu t'es dit, non, j'ai envie de porter ce sujet sous différentes formes. Et en fait, une fois que tu as la matière, finalement, tu peux ouvrir à plein de la presse écrite, tu peux ouvrir à de l'audio. Mais après, quand tu commences à te spécialiser dans un domaine, il faut décupler tes partenariats ou tes collaborations. Et bien sûr, tous tes sujets d'enquête, tu peux les proposer à plein de médias différents. Là où ça marche, c'est quand déjà tu es identifié sur un sujet et quand tu as la confiance des rédacteurs en chef. Indispensable. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça a pris quand même du temps, mais aujourd'hui, il y a plusieurs médias dans lesquels je connais les patrons des enquêtes. Et donc, en un texto, si j'envoie, je dis, j'ai une bombe là-dessus, j'ai un sujet là-dessus, tu prends pas. Et comme il me connaît, il va me dire oui ou non. Ouais. Mais ça va vite, voilà. Et ça, c'est indispensable si tu veux gagner du temps et si tu veux pouvoir proposer plein d'affaires différentes à des médias différents. Ouais, mais ça, effectivement, ça arrive une fois qu'on a la confiance. Ça prend du et temps, au début, il y a quand même une construction à créer. Si on revient un tout petit peu sur les enquêtes, moi, je me demandais aussi comment tu te protèges juridiquement, parce que j'imagine que tu vas fouiller à différents endroits. Là, on parle de la pédocriminalité, donc c'était plus des témoignages que tu as été chercher. Mais les dealers, tous tes sujets. Sur le PSG, c'est ultra sensible. Ultra sensible. Là, tu touches au milieu d'affaires, au milieu politique, au milieu économique, au milieu culturel, et à des gens très puissants. Et surtout, là, pour le coup, tu as des sources qui veulent te manipuler, qui parfois t'envoient des documents qui sont faux, qui veulent faire passer des messages, donc ils se servent parfois de toi pour espérer faire passer certains messages. Quel enfer. Déjà, juridiquement, tu es protégé normalement, tu es protégé par ton employeur. Ça veut dire que tu peux pas enquêter en tant qu'indépendant? Tu peux enquêter, de toute façon, tant que tu enquêtes, mais après, une fois que c'est publié, oui. Voilà, tu peux, en tant qu'indépendant, tu enquêtes, tu fais ce que tu veux. Mais une fois que c'est publié, c'est la maison d'édition, c'est la boîte de prod, c'est la chaîne, c'est le journal qui est responsable. Mais en revanche, toi, déjà, il y a toujours une relecture juridique pour tous les sujets un peu sensibles, tous. Et puis toi, tu prends évidemment beaucoup de précautions. Quand c'est une affaire en cours, évidemment, tu emploies le conditionnel. Quand tu n'es pas certain, le conditionnel. Et puis, tu vérifies tout. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit inattaquable. Faut pas qu'on puisse te prendre en défaut sur une info. Voilà, c'est tout. En fait, il faut qu'on te dise, ah bon, mais qui t'a dit ça? T'es sûr? Mais t'es sûr de toi? Et il faut que tu puisses le justifier. Si demain, t'es convoqué chez un juge, il faut que tu puisses dire, bah voilà, bien sûr, c'est vrai. Et ça veut dire que si, par exemple, tu as eu des informations suite à une caméra cachée, est-ce que ça marche
Parce que tu vois, il y a toute la question de quand je filme, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de filmer et d'utiliser ça comme preuve que c'est vrai si t'es attaqué juridiquement ou pas du tout? Est-ce que tu peux toujours diffuser une caméra cachée? Oui, Si oui, tu tu peux. floutes, si Ah oui, tu... oui, tu peux, ouais. Quoi qu'il arrive, Ah oui, tu tu dois peux, ouais. juste changer la voix et flouter. Oui, oui, voilà, faut pas que les personnes soient reconnaissables. Le lieu, parfois ça peut être le lieu. Après, tout dépend. Est-ce que tu t'attaques à une marque? Est-ce que tu t'attaques à une personne, à une entreprise, à une personnalité? Tout dépend en fait. Mais t'as pas le droit de filmer les gens à leur insu. En revanche, tu as ce qui s'appelle le droit à l'info. Ouais. Donc il y a un moment, oui, mais il faut que tu puisses le justifier. Pourquoi tu as fait cette caméra cachée? Et surtout, je sais pas moi, si tu veux démontrer que les vendeurs de trottinettes sont peu scrupuleux sur la réglementation, sur le débridage de leurs engins, tu vas faire une caméra cachée dans une boutique. Tu as évidemment le droit de le faire. En revanche, il ne faut pas qu'on reconnaisse la boutique et il ne faut pas qu'on reconnaisse le vendeur. Voilà. Mais tu dis, nous avons fait le test dans une boutique et là, tu fais une démonstration. Heureusement que tu as le droit de faire ça. Ok. Mais par contre, il ne faut pas qu'on puisse identifier Bertrand le vendeur et Ouais, que le ce lieu, soit la marque telle sur telle avenue à Paris, ce vendeur-là. Ça, c'est pas possible. On a parlé de se protéger juridiquement. Comment tu te protèges aussi émotionnellement quand t'enquêtes dans des milieux aussi difficiles que la pédocriminalité dans le sport? Mmh. Franchement, c'est pas simple. Ce qui est pas simple, c'est que ce sont des gens qui s'immiscent un peu dans ta vie privée. Voilà, moi, je m'investis beaucoup humainement dans mes enquêtes et comme aujourd'hui, maintenant, je suis sur beaucoup d'enquêtes en même temps, je suis sollicité par beaucoup de gens et je sollicite moi-même beaucoup de gens. Et donc, moi, ça m'a un peu isolé de mon cercle social, de mon cercle de la vie de tous les jours, parce que j'ai moins de temps, moins d'énergie, moins de temps de cerveau disponible. C'est plus compliqué parce que quand tu es vraiment dans une... Enfin, en tout cas, moi, c'est des coups de fil le soir, c'est les week-ends, c'est des verres et des rendez-vous sur mon temps libre Ouais. et qui ont la priorité sur tout le reste, sauf sur mon fils. Mais encore, parfois, malheureusement, t'as pas le choix. Mais voilà, ça prend le pas sur tout le reste. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et tu me disais émotionnellement, ce qui est très dur. Bon, après, je mets de côté parfois la violence du témoignage sur le côté violence sexuelle, parce que ça, c'est à part. Mais dans l'investigation, ce qui est dur, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que d'un coup, on te dit oui, tu es en Ouais. contact avec quelqu'un, tu crois que tu vas avoir la bonne info, le bon témoignage, ou que tu es sur une bonne piste, et puis d'un coup, ça se referme. Et ça peut être, et ça, on peut te prévenir. Tu reçois des messages à minuit, 5 heures du mat, le jour, tu te fais planter le jour même où tu devais voir quelqu'un. Ça, c'est ça qui, moi, émotionnellement, me pèse. Ouais. C'est d'être constamment sur un fil où ils jouent aussi avec toi, hein. Ils font exprès, hein. Tout le temps, ils te demandent c'est quoi ta deadline? C'est quoi ta deadline? Toi, tu vas dire là, on est en janvier. Tu dis ta deadline, c'est en juin. Et ben, ils vont te parler en juin. Ils vont attendre la fin. Ils savent il y en a, ils savent qu'ils vont pas te parler, mais ils te font croire qu'ils vont te parler. Et eux aussi, c'est une manière pour eux de rester un peu dans le game, quoi. En gros, ils se disent, tiens, ben, je reste en contact avec le journaliste, comme ça. Je peux aussi avoir des infos de sa part. Tu vois, je sais un petit peu sur quoi il avance. Et t'en as d'autres qui te disent non, qui disent je vais réfléchir, et qui te disent oui la veille de la deadline, quoi. Ouais, ça c'est fou. Et c'est vraiment ces montagnes russes-là qui pèsent. C'est ça le plus compliqué quand tu fais, je trouve, hein. C'est de te faire planter systématiquement, tout le temps, tout le temps. Et parfois sur des sujets même banals, hein. Ouais. Bon, voilà, hein, c'est des gens, c'est sûr, ils vont te dire oui, et puis finalement, ils te disent non. Ils te parlent plus. Tu comptais sur eux. Ouais. Et puis c'est ça tout le temps. C'est terrible. Et t'as déjà été dans des situations où tu te sentais en danger ou n'importe? Parce que je me dis, quand tu fais de l'enquête, notamment sur des sujets sensibles, bah il y a quand même des personnes qui ont intérêt à ce que ça sorte pas forcément. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu des rendez-vous où tu t'es senti plus ou moins en sécurité? Ou est-ce que tu as déjà eu des caméras cachées où tu t'es dit, bah, peut-être pas? Non, j'ai eu des moments où, ouais, ça pouvait être un peu tendu quand j'ai été en Corse, pour, aller chercher un prédateur sexuel qui était toujours en poste dans un club. Waouh. Donc on m'avait donné cette info-là, j'y ai été
Et là, je me pointe dans un club en Corse où je me dis, bon, je vais devoir dire au président du club que son entraîneur est un pédocriminel, mais si ça se trouve, ils sont amis, si ça se trouve, il va pas me croire. Bon, je suis en Corse. Je me dis, bon, va falloir quand même y aller avec des pincettes. Et écoute, finalement, quand je suis arrivé, l'entraîneur, parce que j'avais dénoncé ça auprès du proc, s'était fait virer la veille. Donc, il n'y a pas eu de confrontation. Voilà. Donc, bon, finalement, c'est tombé un peu à plat. Mais il y a des moments où tu peux te sentir un petit peu... Ça vient dans ton rôle de journaliste, de aller prévenir les gens, d'aller, tu vois, comment tu arrives à les dire, à les dénoncer Oui, en bah Corse? c'est au fil de mon enquête, j'apprends via plusieurs sources qu'un entraîneur condamné, inscrit au FIJAS, donc le fichier des délinquants sexuels, interdit d'exercer auprès de mineurs. J'apprends que depuis 10 ans, il écume les clubs de région parisienne et qu'il a atterri en Corse. Donc il entraîne des gamins. Voilà, je le sais. Je sais qu'il n'a pas le droit et je sais qu'il est en poste. Donc ça, j'ai cette info-là. Et donc là, oui, bien sûr, c'est mon devoir de le dénoncer. Donc là, j'ai averti le procureur, qui a averti la préfecture, le ministère, et ils l'ont radié du foot, tout simplement. Et donc moi, j'y étais allé parce que je cherchais un peu la séquence où voilà, j'allais le prendre en flagrant délit. Mais pour une fois, la justice est allée plus vite que moi. Donc, On va pas s'en plaindre, on va voilà, pas c'est s'en ça. plaindre. Et tous ces déplacements que tu fais, c'est pris en charge par la chaîne? Oui. Par le média pour lequel tu travailles, ouais? Oui, oui. Après, là, maintenant, il y a des déplacements que parfois je fais maintenant à mes frais. Parce que, en gros, là, maintenant, il y a certains sujets sur lesquels j'ai noué quand même des relations assez fortes avec certaines sources. Et donc maintenant, elles me sollicitent, elles me disent j'ai ça, il faut qu'on se voit. Et donc, bah, il y en a qui habitent pas à Paris, il y en a qui habitent pas en France. Et donc, ça peut m'arriver, si vraiment je sens que c'est très solide, de partir à mes frais, parce que je sais que je vais pouvoir vendre ce sujet-là à un média et qu'ensuite, vraisemblablement, je pourrais me faire rembourser. Mais pas forcément le cas, hein. Comment tu sens qu'un sujet est solide? Il te faut quoi pour te dire: «J'y vais»? La crédibilité de la source, déjà. Qui veut te voir? Voilà, est-ce que c'est un homme d'affaires très puissant? Donc dans ces cas-là, tu sais qu'il ne te fait pas venir pour rien. Est-ce que c'est un agent de joueur très bien informé? Donc tu sais que lui aussi, s'il te fait venir, c'est qu'il a des infos en or. Voilà. Et ensuite, c'est comment évaluer si une info est puissante ou pas? Ça, libre à chacun de l'évaluer, mais en général, tu le sais vite quand même, hein. C'est de l'intuition? Bah, ça dépend du sujet, mais soit c'est un document, soit c'est une preuve irréfutable que quelqu'un a commis un méfait, a truandé, a escroqué quelqu'un de haut placé. Bon voilà, soit c'est un dossier judiciaire que personne n'a et toi tu l'as entre les mains. Bon, c'est Comment on fait pour se procurer un dossier judiciaire? Tu vas demander à l'avocat? C'est d'autres personnes? C'est la justice qui accepte de le communiquer? ah, c'est assez sensible ça parce que déjà quand l'instruction est en cours, Mmh. bon, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas un gros réseau, police-justice, donc je galère quand même régulièrement à me procurer les dossiers. C'est pour ça d'ailleurs que toutes mes enquêtes, j'ai enquêté avant d'avoir le dossier judiciaire que parfois je n'ai jamais eu. Mais soit tu peux passer par les victimes, Mmh. parce qu'une fois que l'instruction est terminée, elles peuvent avoir accès au dossier et elles ont le droit de te le donner. Elles ont le OK, droit. très bien. L'avocat, en théorie, il a pas le droit parce que c'est secret professionnel. En revanche, elle peut le donner à la victime, à son client, et le client a le droit de donner les pièces, une fois que l'instruction est close. Et Ce qui une est fois per qu'il y a le jugement, bon, j'ai envie de dire, c'est encore plus facile. Ça reste toujours compliqué de convaincre un avocat ou un plaignant de te donner le dossier, mais tout dépend pour qui tu enquêtes, pourquoi tu enquêtes. Voilà, s'il sent que t'es sérieux, que t'es solide, que tu bosses pour un média crédible, bon, après, il faut le convaincre. Voilà. Encore une histoire Bah, ouais, de voilà. convaincre. On a parlé de la recherche, de comment tu vas aborder des sources. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Il y a évidemment l'histoire que tu racontes ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres étapes entre? J'imagine, est-ce que quand tu revérifies, il y a d'autres personnes qui revérifient derrière toi?
ce que ton travail, ou est-ce que c'est vraiment très... Enfin, ils te font confiance, c'est toi qui es garant de la véracité? Ils me font confiance jusqu'à une certaine limite, mais ils voient très bien quand... de toute façon, je leur dis, hein, c'est recoupé, c'est vérifié, t'as les documents, oui, j'ai les documents, ils sont là, voilà, hop, c'est inattaquable, bon, bah ok. Ça va très vite, hein, honnêtement. Et puis surtout, eux, bon, ils ont pas fait l'enquête, eux, ils sont au courant de rien, en fait. Donc, c'est moi qui leur dis, écoutez, ça c'est sûr, c'est une source très crédible, et t'as quoi pour le prouver? Bah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est un travail assez solitaire? Oui. Complètement. Ah oui, oui, très solitaire. Bah, en fait, en même temps, très solitaire, et en même temps, t'es connecté à des centaines de personnes. Oui. Mais il y a que toi qui es Et garant voilà, de c'est ton ça. travail, T'es il y a tout que seul. toi t'as une pression finalement qui est assez importante. T'es tout seul, mais par contre, tu passes ton temps à échanger avec des dizaines et des dizaines de personnes. C'est... Pour une affaire, ça peut être 200, 300 personnes, quoi. T'as à peu près 1 an d'enquête sur tes grosses affaires. Mm. Après, combien de temps tu mets à le monter, à l'écrire? Bah, complément d'enquête, ça a pris beaucoup de temps. C'est vrai? Bon, j'ai passé quasiment 3 mois en salle de montage. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Mais parce que quand je suis rentré en montage, j'avais peut-être un quart de mes témoignages. Donc ça explique aussi ça, hein. C'est que en gros, tout s'est décanté. Je t'en parlais tout à l'heure. C'est que des gens me disent oui juste avant la deadline. Et ça s'est passé comme ça. Je leur ai dit, bah là, écoute, c'est soit tu parles maintenant, soit tu parles jamais. Et tu me mets dans l'embarras. Et là, il y en a qui ont dit OK. Mais Ok. pendant que j'étais en montage, donc c'est une pression monumentale, quoi. Parce qu'après, tu réécris, j'imagine, ça Bah, tu t'apporte. réécris, et puis voilà, tu es en montage la journée. Pendant que tu écris, pendant que tu penses à la réalisation, à structurer ton doc, ton récit, bah, tu continues de passer des coups de fil. Et ça prend beaucoup d'énergie, ça. Et tu continues de passer des coups de fil, de caler des gens, d'essayer de les convaincre. Tu rentres le soir chez toi, tu penses qu'à ça, tu continues de les appeler. Parfois, tu pars en tournage pendant que tu es en montage. Tu rentres, tu dois te dérocher, intégrer ça. Ouais, franchement, c'est vraiment des moments de tension, quoi. Le montage d'un doc de ce type, c'est compliqué. Ouais, le travail devient vraiment proéminent sur toute ta vie. Oui, 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 ça prend tout. Et Ça prend tout. c'est fou. C'est ce que moi, je le vois rien qu'avec mon documentaire qui a duré 4 mois et demi sur l'amour et la génération Z. J'avais l'impression de matin, midi et soir, c'était mon sujet. Quoi qu'il arrive, les gens t'en parlaient. Quoi qu'il Oui, arrive, j'étais en appel avec d'autres personnes. Enfin, j'avais l'impression que c'était toute ma vie, c'est ça. littéralement. Je me dis, si tu refais ça à chaque fois, encore, pour moi, c'était un sujet finalement assez agréable, hein. L'amour, c'est très beau à Oui, oui, parler. oui. Quand t'es dans le dark, Oui. toutes les semaines pendant... Oui, mais en même temps, franchement, c'est ultra stimulant. Tu parles avec des gens qui ne parlent à personne, ou à très peu de monde, qui prennent des Ouais. risques à te parler, qui sont au cœur d'un système que tu veux dénoncer. Et d'arriver à les convaincre de te parler, de te voir, de créer un lien avec ces gens-là, bah, c'est hyper stimulant, en fait, parce que t'es vraiment derrière le rideau. T'es Ouais. vraiment dans... Puis il y a la notion de lanceur d'alerte, de dénoncer quelque chose qui est hyper glorifiant Oui, quand tu voilà. arrives à le faire. Enfin, Mais c'est faire changer les choses. Enfin, je trouve que c'est la mission, elle est quand même hyper belle. Oui, oui, et puis, mais bon, tu te sens quand même seul, parce que c'est vrai que tu peux pas partager tes infos, t'en parles à personne. Et même sur des sujets comme ça, vous n'êtes pas deux à enquêter minimum, tu vois, rien que pour se parler, pour diviser le travail, pour... Non, après, bah, t'as ton chef. Moi, c'était une rédactrice en chef voilà, à qui je faisais des retours régulièrement. Mais non, sinon, t'es toute seule. Ok. Bah, après, tu peux être deux, hein. Il peut y avoir des coréales et tu peux être deux, hein. Oui, mais C'est ça possible, reste hein. quand même plus largement tout seul. Oui, ça reste un taf. Ouais, t'es seul. T'es seul et en même temps, t'es une grosse équipe. J'avais vu ton post sur les réseaux. Ouais. Où tu disais, pour faire un doc, il faut qu'on soit une vingtaine. Là, complément d'enquête, si je te listais le nombre de gens qui ont travaillé dessus, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je remercierai jamais assez mon producteur, Jacques Aragonès, parce que c'est vrai que tu perds beaucoup d'argent quand tu fais un doc comme ça. Parce qu'au départ, c'était 20 jours ou 25 jours de tournage. J'ai dû en faire 40. On devait pas partir à l'étranger. Je suis parti en Tunisie, en Grèce, enfin, dans beaucoup de pays d'Europe, je peux pas les dire, mais bon, voilà, au Qatar, j'ai énormément voyagé. On devait faire 5 semaines de montage, on a fait 3 mois, on a fait 12 semaines.
c'est un gouffre financier, l'investigation. Tu le fais pour l'image. Eux, ils le font pour l'image, et moi, je le fais pour l'expérience. C'est l'année où j'ai le moins bien gagné ma vie depuis que je suis journaliste. Alors que je bossais pour l'émission de référence de l'investigation, tu vois. Et j'étais pas mal payé, hein. C'est pas ça, c'est que ça prend tellement de temps. Et je comprends, ils peuvent pas te... Mais c'est toi qui veux à un moment pousser jusqu'à ce que ce soit parfait. Oui, t'as envie d'aller au bout de ton Ouais, t'as sujet, envie, de pas donner une demi-info et t'arrêter là, parce que toi aussi, t'as envie d'avoir la fin, en fait, Ouais. de vraiment avoir le dénouement du... On est bon. Aujourd'hui, t'es sur un nouveau sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, toujours sur les violences sexuelles dans le sport. Et il se trouve qu'après le documentaire et surtout après le podcast pour l'équipe, j'ai été contacté sur les réseaux par une jeune fille qui m'a confié, qui m'a dit comme ça, voilà, j'ai été violée par mon entraîneur dans le monde de la voile. Elle me dit, j'ai porté plainte, il y a une affaire en cours et la justice est lente et j'ai envie de médiatiser, je suis prête à parler. Et donc je lui ai répondu évidemment, je l'ai eu au téléphone, je l'ai rencontré, je voulais voir un peu quelle était son histoire et surtout encore une fois, si derrière ce qui lui arrivait, est-ce qu'il y avait tout un système qui avait permis malheureusement ça. Et oui, il y avait bien un système, c'était bien une affaire complètement dingue. Et donc j'ai commencé à enquêter. Et là, maintenant, une fois que j'ai ça en main, il faut que je le vende à un média. Parce qu'en gros, moi, je veux raconter son histoire. Mais après, à qui ? Qui va prendre ça ? Parce que c'est quand même des sujets assez lourds. C'est pas des sujets dont raffolent les médias, quand même. Je peux comprendre, hein, c'est très, très sensible. Mais moi, j'ai des contacts à l'équipe, et donc je l'ai proposé à l'équipe, et ils m'ont dit oui tout de suite. Et là, ça y est, là, ça va sortir, oui, l'enquête va sortir. Alors là, je peux pas dire quand, parce que du côté de la fédération, ils le savent pas encore. Mais le papier va bientôt sortir, là, dans les prochaines semaines. Et voilà, depuis 3 mois, j'ai enquêté là-dessus. Et là, pour le coup, ça va plus vite. Pourquoi ça va plus vite ? Parce que là, j'ai une source, une victime, une personne qui m'a ouvert toutes les portes. Voilà. C'est-à-dire que là, toutes les personnes que j'ai contactées, quasiment, m'ont dit « je vous parle » parce que cette jeune fille nous a dit de vous parler. Et donc là, ça y est, voilà, les portes étaient ouvertes. Moi, je lui ai dit, c'est la condition parce que je ne peux pas partir sur un an. Ouais. Voilà, et donc elle m'a ouvert les portes. Et donc là, typiquement, voilà, c'est une enquête assez lourde, très très sérieuse, mais qui prend moins de temps parce que tu as quelqu'un à l'intérieur qui t'ouvre toutes les portes. Oui, ce qui te permet de faire moins de temps. Oui. Et ça, tu vois, je trouve ça intéressant. J'aurais pas pensé que c'était finalement à toi de décider la longueur de ton enquête ou pas. Je me serais dit, t'es payé pour 2 mois et au bout de 2 mois, en fait, on le sort. Alors effectivement, j'imagine que oui, si c'est pas fini, on va rallonger. Mais l'idée que c'est vraiment toi, en tant parce que que journaliste... là, c'est particulier parce que là, t'es payé au feuillet. Ouais. Un feuillet, c'est 1500 signes. C'est l'équivalent d'un quart de page, une demi-page. Et là, on m'a commandé 9000 signes. Voilà, donc 6 feuillets. Mmh. Et donc, après, ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas une actualité qui imposerait que je livre l'enquête avant une date. Donc moi, quand j'ai proposé ça, c'était à l'automne. Et donc, ça m'a pris à peu près 3 mois. Et donc là, j'ai prévenu le chef de l'équipe. Je lui ai dit, écoute, là, je vais te livrer le papier bientôt. Est-ce que tu peux donner un ordre de prix pour un feuillet ? Un ordre de revenu ? Peut-être, si tu veux pas, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. Feuillet, ça dépend selon les médias, selon si c'est de la presse magazine, un journal, la PQR, la presse quotidienne régionale. Ça va de 70 € à 300 € le feuillet. Ok. Ça peut être bien payé, comme ça peut être vraiment la misère. D'où encore une fois l'idée de peut-être cette enquête en faire autre chose. Moi, pour le coup, ce sujet-là sur la voile, je l'aurais même fait gratuitement. Enfin, c'est gratuitement, oui, parce qu'en fait, j'ai un boulot à côté, je bosse à côté. Ce sujet-là, je voulais le faire. Il fallait que je trouve un média. Donc, j'ai même pas parlé argent. Enfin, je lui ai dit, OK, tu me le prends. Il m'a dit oui, 9000 signes à tel prix. J'ai fait OK. Ouais. Je le fais pas pour l'argent, mais vraiment pas. Là, j'ai envie
de médiatiser ça. J'ai envie de porter à mon niveau le combat de cette jeune fille et des autres plaignants du dossier, quoi. Donc là vraiment, j'avais envie de, quoi qu'il arrive, de trouver un média. Et je pense que j'ai trouvé le meilleur média pour ça, là. Voilà. D'autant plus, ouais. Ouais. Qui est spécialisé. Oui, qui est et spécialisé, qui a déjà une audience sorti, énorme. Donc non, qui a c'est fait du parfait. bruit et c'est génial. Je pense qu'on peut finir là-dessus. J'avais peut-être quelques questions à te poser sur est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui veulent se lancer justement dans l'enquête, journaliste, réalisateur, en pigiste ou dans les médias? C'est vague. C'est vague. Un conseil. Quelqu'un qui veut faire comme toi demain. Écoute, je pense qu'il faut simplement être passionné, déterminé, et puis pas, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais pas vouloir griller les étapes tout de suite, pas se dire je veux faire de l'investigation tout de suite. Moi, ça a toujours été mon rêve, mais je me suis jamais dit je vais y arriver. Je me suis jamais dit je vais le faire à tout prix. C'est un moment, il y a une opportunité qui se présente. Et voilà, et je pense qu'il faut quand même pas griller les étapes, quoi. C'est-à-dire que quand tu commences un métier où tu prends du temps avant de te faire un réseau, avant de savoir exactement comment bosser, comment trouver une info, comment l'exploiter, la recouper, ça prend du temps. Ça évolue aussi avec ta personnalité, avec ta maturité. Donc franchement, je pense que si ton rêve c'est l'investigation, il y a beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Ok. Voilà, et tu feras pas de l'investigation tout de suite, sauf si tu es vraiment très fort. Faut se laisser grandir. Pas très fort, je veux pas dire qu'il faut être très fort pour faire ça, mais ça vient, faut être un peu... Soit faut être très entêté voilà, pour c'est ça. réussir à trouver les bons contacts. Faut pas lâcher réussir à l'affaire. trouver, Oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est un travail sur du long terme. Oui, c'est très long, c'est très long. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir à tes débuts, que tu as su que trop tard? Non, franchement, j'ai été content d'évoluer d'année en année. J'ai l'impression que j'ai eu une trajectoire vraiment assez douce, quoi, mais que j'ai toujours évolué, que ce soit dans les médias pour lesquels j'ai bossé, les formats. J'ai toujours eu l'impression de me surpasser quand j'acceptais un nouveau challenge, quoi. Que c'était toujours quelque chose où j'étais pas sûr d'y arriver. Donc c'est comme ça que j'ai l'impression de m'être amélioré à chaque fois. J'ai jamais été dans un confort. Bon, j'ai jamais été déjà en CDI, j'ai toujours été indépendant, et j'ai jamais été dans un confort professionnel où je faisais tout le temps la même chose. Jamais. J'ai eu l'impression de toujours devoir un peu me surpasser, et à chaque fois, j'ai accepté des missions qui me semblaient même être trop dures pour moi. Bon, pour l'instant, j'ai réussi, je crois. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'il y a une chose qui te paraît importante qu'on n'a pas dit, dont on n'a pas parlé? Tu te dis, bah zut, sur un sujet, sur comment enquêter, il y a quand même ça à savoir ou... Non, moi, je pense qu'il faut simplement avoir en tête que ça va prendre beaucoup de place dans ta vie. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, hein. Peut-être que d'autres journalistes le vivent pas du tout comme ça, mais moi, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et je t'ai dit, ça m'a un peu coupé de ma vie sociale, ça m'a un peu freiné, parce que à un moment, je pensais qu'à ça, je pense qu'à ça, j'ai envie d'être en contact avec mes sources, avec les gens de toutes les affaires, et j'ai moins de temps pour mes proches et mes amis. Et même parfois, ça me semble presque, c'est terrible de dire ça, ça semble presque un peu futile parfois les discussions que je peux avoir avec des proches, tellement j'ai envie de parler de mon boulot. Alors que j'ai jamais été comme ça. Moi, généralement, quand je finis ma journée, j'ai plus envie de parler de mon boulot, je parle jamais de mon boulot, très rarement. Mais ça, c'est vrai que ça te rentre dans le cerveau. Ouais. Voilà. Tu deviens, tu vis Ouais, pour ça, te t'as rentre envie dans que le ça cerveau. avance. Voilà, tu fais des insomnies, enfin, en tout cas, voilà, moi, ça m'arrive souvent. C'est fou. Bon. Est-ce que ton travail chez M6 est aussi prenant mentalement? Oui, c'est aussi prenant. Là, je fais un reportage sur la fraude sociale. Mais Ok. c'est aussi un sujet ultra sensible. Je dois convaincre des patrons excédés de parler. Il y en a plein que j'ai au téléphone, et personne veut me parler. Personne accepte la caméra. Donc là, on est toujours sur le même étape où c'est les montagnes russes. Ils me disent oui, et puis finalement, ils m'envoient un message le dimanche soir pour me dire Monsieur Toiti, j'ai bien réfléchi, on va pas le faire. Mon avocat m'a déconseillé, mes proches m'ont déconseillé. J'avais l'accord d'un médecin qui effectuait des contre-visites chez des salariés. Bon voilà, la séquence était calée, ça allait être incroyable. Il m'a planté. Hier matin, j'ai reçu un message à 6h, il m'a dit je décline. Pas d'explication. Et à ce moment-là, tu forces?
Ou tu laisses Les aller? deux, je renvoie un message et je demande pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour trouver une issue positive. Il me ferme la porte, donc je reviendrai à la charge la semaine prochaine. Merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a une ressource ou quelque chose, toi, qui t'a marqué, une enquête qui a été médiatisée ou pas, que si les personnes sont intéressées par le sujet de l'enquête, que tu trouverais intéressant à partager? Hmm. Quelqu'un que tu connais qui enquête très bien, je sais pas, un nom, un documentaire, un papier, un média. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Après, eu? ça peut aussi être ton podcast. Ah oui, oui, écoute, s'il y en a qui sont intéressés par les affaires de pédocriminalité dans le sport et dans le foot, ils peuvent aller écouter le podcast L'Ogre des Cités, toujours en ligne sur l'équipe. Trop bien. Merci Voilà. beaucoup. Et moi, je l'ai écouté et j'ai adoré parce qu'on se sent vraiment un peu avec toi finalement dans Mm. l'enquête parce qu'on va écouter les différentes sources et progresser au fur et à mesure. Donc, je peux que le conseiller. Un grand merci pour Merci à cet toi. épisode. Et puis, bon courage donc pour ces enquêtes et j'ai hâte de voir quand ça va sortir. Merci, bon courage à toi pour la suite. Bien informé. Merci d'avoir écouté Bien informé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit message, à le partager à d'autres créateurs de l'info. Parce que d'une part, ça me fait très plaisir, et d'autre part, ça m'aide beaucoup pour le développement du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.